Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Alors, avant de débuter cette intervention, je souhaiterais bien sûr me joindre aux remerciements déjà prononcés et adresser toutes mes félicitations au Centre de recherche juridique Potier et plus généralement à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée d'études. Alors, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, mon intervention va porter sur le bilan coût-avantage comme un outil au service de la conciliation entre intérêts publics et privés. Alors, je n'ai pas eu la chance d'assister à la première journée, mais j'ai pu constater, du moins en ce qui me concerne, que la définition et les contours de la notion d'intérêt pouvaient être complexes et discutés. Comme le laisse supposer le titre de mon intervention, j'ai choisi de traiter la notion d'intérêt comme élément constitutif du droit. C'est donc sous le prisme de l'intérêt juridiquement protégé que je m'apprête à développer mon propos. Alors, en faisant ce choix, je me suis confrontée à un problème d'ordre méthodologique, comme vous tous peut-être, qui est celui de savoir ce que signifie la notion d'intérêt public et d'intérêt privé. Doit-on se limiter à considérer les intérêts privés comme ceux de quelques-uns et les intérêts publics comme ceux de tous? L'intérêt public se confond-il avec l'intérêt général? Tout autant de questions auxquelles il est difficile d'apporter une réponse non équivoque. Nous avons effectivement pour habitude d'analyser le rapport entre ces deux intérêts comme un rapport d'opposition. Pourtant, comme souvent, la réalité est plus nuancée et chacun d'entre nous a pu constater que la distinction entre la sphère privée et la sphère publique s'estompait progressivement. Dans certains cas même, il arrive que l'intérêt général soit satisfait par l'intermédiaire précisément de la satisfaction de plusieurs intérêts privés. Par exemple, préserver le droit de chaque individu de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, c'est quelque part contribuer à protéger l'environnement comme composante de l'intérêt général. Pour autant, malgré cette réalité, il me semble que cela ne contrarie pas pour autant l'opposition de principe entre ces deux intérêts, à condition bien sûr de garder à l'esprit que ce rapport peut se muer parfois en rapport de complémentarité. Alors, pour arbitrer cette opposition, il existe plusieurs outils que j'ai regroupés sous le terme de bilan coût-avantage. Ce terme désigne à la fois, pour moi, l'utilisation des évaluations préalables par les autorités administratives et la mise en œuvre de la théorie du bilan coût-avantage par le juge administratif. Quel que soit le terme utilisé, c'est cet outil que je développerai aujourd'hui en le présentant à la fois comme un outil privilégié, ce sera ma première partie, mais aussi comme un outil adapté à la conciliation des intérêts publics et privés. Vous l'aurez compris, ce sera ma seconde partie. Alors, pourquoi un outil privilégié? Eh bien, on constate qu'aujourd'hui, ce type d'instrument trouve à s'appliquer dans des domaines de plus en plus variés. C'est particulièrement vrai pour les évaluations préalables. Je serai en revanche, bien sûr, un peu plus mesurée en ce qui concerne la théorie jurisprudentielle du bilan coût-avantage. Alors, évaluation préalable est un terme en fait générique qui peut en réalité désigner plusieurs dispositifs. C'est bien sûr l'étude d'impact, mais aussi les notices d'impact qui sont en fait des versions allégées de l'étude d'impact et toutes sortes de bilans ou évaluations. Il est d'ailleurs difficile parfois de se saisir de toutes les nuances entre ces termes. Alors, quelle que soit leur spécificité, si tant est qu'il en existe, ces dispositifs ont tous un point commun, celui d'éclairer le processus décisionnel de l'autorité administrative. Le but est de s'assurer au préalable un équilibre entre les objectifs d'intérêt général qui inspirent un projet, une réforme, et la prise en compte des intérêts particuliers en présence. Certains de ces outils ont une telle importance qu'ils sont rendus obligatoires. C'est le cas des études d'impact pour certains projets de loi, et notamment des projets de loi ordinaire et loi organique. Mais les autorités administratives décentralisées peuvent être également concernées par cette obligation, à condition bien sûr que des dispositions spéciales le prévoient. C'est le cas d'ailleurs pour de nombreux projets de travaux, d'aménagement ou divers plans et programmes. Les études d'impact prévues par le Code de l'environnement sont si importantes, comme je le disais tout à l'heure, qu'il existe une procédure de référé dite référé étude d'impact, qui est d'ailleurs également applicable aux évaluations environnementales. Ces dispositions font obligation au juge des référés d'accueillir la demande de suspension de l'exécution de l'acte lorsque le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact est invoqué et bien sûr que cette absence est constatée. Alors, l'inventaire de ces évaluations préalables est assez difficile à dresser, notamment au regard des différentes formes et dénominations qu'elles peuvent revêtir, mais on peut toutefois s'accorder sur le fait qu'il existe un nombre conséquent de ces évaluations préalables, et ce, dans des domaines très variés. Par ces différents constats, nous devons, je crois, les considérer comme des outils privilégiés.
Cette position, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être plus nuancée en ce qui concerne la théorie jurisprudentielle du bilan coût-avantage. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'un outil de contrôle présenté par certains auteurs comme un contrôle quasi d'opportunité, tandis que d'autres sont beaucoup plus mesurés et préfèrent y voir une forme de contrôle restreint. Ce contrôle consiste pour le juge à faire la balance des avantages et des inconvénients qui sont associés à un projet ou à une décision contestée. Alors, il n'est pas privilégié au même titre que les évaluations préalables, mais tout de même, il a été favorisé par le juge administratif pour approfondir son contrôle dans des domaines où l'administration bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire. Il permet donc au juge de sanctionner la décision de l'administration lorsque ces inconvénients dépassent son utilité. Le juge administratif a d'ailleurs progressivement perfectionné cet outil en élargissant petit à petit la liste des inconvénients qui sont pris en compte dans son bilan, mais aussi le domaine d'application de ce contrôle, puisqu'on le retrouve dans d'autres contentieux impliquant d'ailleurs par exemple des mesures de police ou d'autres problématiques d'aménagement. Mais effectivement, si cet outil est séduisant en théorie, nombreux sont les auteurs qui ont fait observer le faible nombre d'annulations fondées sur cette technique de contrôle. Alors pourquoi la pratique ne suit-elle pas ? Eh bien, il y a certainement plusieurs raisons à cela, et notamment une développée par René Ostiou que je trouve particulièrement intéressante. Pour lui, les pouvoirs publics ont parfaitement intégré la problématique et connaissent les implications de ce mode de contrôle. En fait, les administrations sont tout à fait conscientes des risques qu'il y a à vouloir s'écarter des canons mis en place par le juge et veillent désormais à ce que leurs projets répondent aux exigences manifestées par le juge. Alors, cette réflexion sur la théorie du bilan tranche, c'est vrai, quelque peu avec l'utilisation des évaluations préalables qui sont encouragées, voire même rendues obligatoires, on l'a vu, par certaines dispositions. Mais ces deux outils peuvent toutefois se révéler complémentaires. L'évaluation préalable permet de purger en quelque sorte la décision de ses excès, de limiter le risque contentieux. Le juge, lui, intervient précisément dans le cadre du contentieux après l'édiction de la décision pour contrôler et, si besoin, sanctionner un excès. Donc finalement, peu importe ces différences, chacun de ces outils reste pour moi adapté à notre problématique de conflit d'intérêts. Il est adapté pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il permet une prise en compte globale et souvent assez exhaustive des intérêts en présence. D'autre part, il constitue, à mon sens, un rempart plutôt efficace contre les atteintes excessives, parce qu'il assure, je crois, un équilibre assez juste et assez concret. Alors, sur la prise en compte globale des intérêts en présence, je voudrais donner l'exemple de l'étude d'impact du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, ce qui est d'ailleurs d'actualité. C'est un document extrêmement détaillé, environ 90 pages, dans lequel on retrouve toujours en premier lieu une sorte de diagnostic préalable avec un état des lieux et les motifs expliquant la nécessité de légiférer. Donc ça permet de poser les bases, de rassembler tous les éléments nécessaires. Ensuite, pour chaque mesure envisagée, tous les impacts sont détaillés, donc aussi bien concernant les personnes physiques, les personnes morales de droit privé, l'administration elle-même, les collectivités territoriales, etc., etc. Par exemple, des mesures de surveillance étaient envisagées et l'étude d'impact précisait qu'elles étaient effectivement susceptibles d'avoir une incidence sur la liberté d'aller et venir et donc la liberté individuelle des personnes concernées. Toutefois, l'étude dévoile que cette mesure de surveillance ne peut être mise en place qu'avec l'accord de la personne, qu'elle n'a pas vocation à géolocaliser la personne en temps réel, mais à vérifier qu'elle reste dans un périmètre donné, et enfin qu'elle est finalement moins contraignante que de devoir se présenter personnellement à l'autorité de police ou de gendarmerie. Donc, au regard de ces derniers éléments, l'étude conclut à une conciliation plutôt équilibrée entre atteinte aux libertés individuelles et finalité de prévention du terrorisme. Quel que soit l'avis que l'on porte à ce projet, on peut ne pas être d'accord avec cette conciliation. On constate toutefois que l'étude d'impact permet de déceler les éventuels conflits d'intérêts et d'alerter sur les conséquences qu'il peut y avoir sur un ou plusieurs intérêts. Mais au-delà de cette prise en compte globale et concrète, cet outil, comme je l'ai dit, est un véritable rempart contre les atteintes excessives. En ce qui concerne les évaluations préalables, il s'agit plutôt d'un rempart en amont, puisqu'elles permettent, avant qu'une décision soit prise ou qu'un projet arrive à terme, d'empêcher, de bloquer en fait une atteinte qui aurait été identifiée grâce à ce procédé. Donc c'est un outil intéressant d'anticipation et de prévention. Dans certaines études d'impact, on retrouve la mention « option non retenue » ou « option écartée ».
parce qu'elle aurait eu pour conséquence de porter une atteinte trop importante à un intérêt ou parce qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre un mécanisme permettant de limiter cette atteinte. Alors, dans l'étude d'impact que j'ai précédemment citée sur la prévention du terrorisme, une option visait à placer les personnes en rétention administrative pour prévenir des actes de terrorisme. Bien évidemment, elle a tout de suite été écartée parce qu'elle n'était conforme ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme, notamment au regard de la présomption d'innocence. Donc c'est aussi un rempart a posteriori parce qu'il permet au juge de sanctionner l'autorité administrative en cas de bilan négatif. Même si c'est de plus en plus rare, j'en conviens, on trouve tout de même des illustrations, notamment dans le cas du contentieux de l'expropriation, par exemple. Alors, un exemple, une déclaration d'utilité publique prévoyant l'aménagement d'un chemin rural avait été annulée parce qu'elle privait le propriétaire de la plus grande partie de la cour située devant sa maison sans apporter aux utilisateurs du chemin un avantage très appréciable. C'est un arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 1979, consort Lepelley, publié au recueil Le Bon. Alors, c'est vrai que ces hypothèses deviennent rares, mais elles conduisent tout de même le juge à remettre véritablement en cause l'action administrative. Donc pour conclure, je dirais qu'en dépit des subtilités propres à l'autorité qui met en œuvre cet outil, que ce soit l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, il est important de retenir qu'il permet toutefois une approche globale et plutôt exhaustive des intérêts en conflit. Et c'est justement grâce à tous les éléments pris en compte de façon très concrète qu'il conduit pour moi à aménager ou rétablir l'équilibre de la façon la plus optimale possible. Voilà, je vous remercie.